Le monde d'à peu près. Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel opus, un nouveau podcast du monde d'à peu près. Eh bien, pour m'accompagner aujourd'hui, je retrouve autour de la table Eva et Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et pour cette émission, on reçoit un jeune écrivain qui a une aventure plus ou moins carrément intéressante, et c'est pour ça qu'on le reçoit. C'est Ralph Bouffiou. Bonjour Ralph. Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une petite introduction pour expliquer ton histoire. Nous sommes en 2014, quand tu décides de disparaître. Bah oui, tu as décidé de disparaître. Et qu'est-ce que ça veut dire disparaître ? C'est-à-dire que tu te sens mal, on va en parler d'ailleurs, et que tu planifies ta disparition. Tu laisses une lettre à tes parents, tu peins sur ton mur de la chambre, pardon, il me semble, c'est ça que tu peins sur le mur de la chambre, tu prends ta petite voiture que tu amènes en forêt, tu la brûles, et là ton aventure commence. Est-ce que c'est juste ? Pour l'instant, c'est juste. Bien, on va parler de ça. Et on précise, parce que c'est aussi pour ça qu'on te reçoit, que cette aventure est retracée dans un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle Journal d'un disparu. Exactement. Donc, Ouais. tu as été publié au printemps, avant la foire du livre, nous as-tu dit. Et voilà, on est là pour parler de ça. Eh bien, je vais commencer avec une question. Qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui arrive ? Comment on en arrive à vouloir planifier sa disparition ? Oh, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Ce genre de décision radicale se construit au fil du temps. D'abord dans ma tête et puis sur les derniers mois dans le concret. Mais c'est vrai que je cherchais depuis bien des mois une porte de sortie. J'étais embourbé dans une situation, un quotidien toxique. Et je voyais pas d'autre issue. J'étais jeune, j'avais pas encore la maturité que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, disparaître, c'était la seule solution qui me permettrait de me détacher de tout ce qui me faisait du mal à l'époque. Mais quand tu parles d'un quotidien toxique, c'est quelque chose d'intérieur ou c'est un rapport à là où tu vivais, ton entourage ? C'est quoi précisément cette toxicité ? Ça ne vient pas de mon entourage, ça vient... il y a d'abord tout l'aspect sentimental de ma vie, le coup de foudre pour quelqu'un avec qui rien n'aurait été possible. Un pas sentimental, ça c'est la base de tout. Et puis, ce gros problème a finalement débordé sur ma vie professionnelle. Mes études d'abord et puis ma vie professionnelle. J'ai eu du mal à finir mes études à cause de ce problème-là. Et puis... ma vie sociale aussi, j'ai fini par me renfermer sur moi-même. Je passais mes journées derrière mon ordinateur. Et tout ça a contribué à chercher une solution radicale. Je n'avais pas l'énergie de résoudre chaque problème un par un. Il y avait vraiment beaucoup trop. Il y avait une surcharge. Et c'était, en tout cas à cette époque-là, la seule manière de m'en sortir. Et concrètement, en pratique, quand on décide de faire ce que tu as fait, comment on organise sa disparition pour que ça soit efficace ? Organiser la disparition, ça passe d'abord par de l'imagination. Comment je vais disparaître ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et bon, il y a quand même eu 3 ans de déprime et de recherche de solutions. Et chaque fois, ce scénario de fuite, de fuite loin de chez moi. Parfois des idées suicidaires, ça m'arrivait plusieurs fois. Mais d'abord la volonté de partir. Je vais dire que le désespoir n'était pas total, au point de vouloir me mettre fin à mes jours, mais c'était fréquent que j'avais parfois envie de plus faire partie de ce monde. Une chose est sûre, c'est que la disparition, c'était vraiment une solution entre guillemets qui me suivait au jour le jour. Et à partir du moment où on passe son temps à imaginer comment on va disparaître ou quand, après, dès qu'on arrive dans la phase de concrétisation, j'ai envie de dire, on sait déjà ce qu'on va faire, on sait déjà quels actes, quelles choses on doit mettre en place, et c'est finalement pas la partie la plus difficile. Mais il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Et on voit dans ton livre que très très vite, tu t'es heurté à des choses très basiques auxquelles tu n'avais même pas pensé. Non. Et c'est comme par exemple...
comme tu pars en début avec une idée un peu aventurière, Mhm. genre je vais camper, je vais faire du feu, ça sera la vie dans la forêt. Et puis en fait, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Ouais, j'étais très mal préparé en fait. J'étais un peu inspiré par le film Into the Wild, voilà, retour à la nature, je pars vivre dans la nature, dans les bois. Mais bon, quand on se retrouve dans les bois près du Luxembourg au mois de février, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir longtemps là-dedans, moins d'aller à la chasse ou quoi que ce soit. Donc très vite, je me suis rendu compte que l'idée de départ que j'avais de partir vivre, voilà, tout seul, indépendamment, vivre de la nature, etc., bon, elle était un peu naïve. Et on se rend compte qu'on est on a beaucoup plus de chances de survivre dans le monde des hommes, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais ça a été vraiment un énorme apprentissage, beaucoup de découvertes. Je suis un peu retombé sur Terre, on va dire, à partir du moment où j'ai disparu. Mais toute la phase post-disparition, bon, là, on va dire que j'étais embarqué dans un scénario et tout s'est concrétisé de A à Z. Mais après, j'avais pas prévu l'après, à part une idée vague d'aventure dans la nature, mais c'est tout. Mais pour en revenir à ta décision de disparaître, donc tu nous expliques une déception amoureuse, un amour impossible, une tragédie, entre guillemets, ou pas du tout. En fait, c'est une tragédie que tu vis vraiment. Il y a cet aspect aussi socio-économique, qui fait que tu sors de tes études, on est de la même année, donc je sais très bien, tu sors de tes études, tu vas trouver du taf directement. Or, c'est pas le cas. Donc, tu n'as pas de taf, tu as un diplôme, tu n'as pas de taf. Et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est où sont tes amis à cette époque-là? Pourquoi tu te renfermes sur toi? C'est parce que tu n'as pas réussi à développer une amitié avec d'autres gens, ou alors ils ne t'intéressent pas. Comment ça se fait que voilà, tu te retrouves, ok, un amour qui ne fonctionne pas, mais tes amis dans tout ça, ils sont où? Ami, c'est un mot un peu très noble pour moi. On va dire beaucoup de copains, copines, Ok, d'accord, avec qui les on peut connaissances. bavarder, mais j'avais personne vraiment d'assez proche avec qui parler. Et aussi, je m'étais un peu renfermé. Je voulais pas parler. C'est plutôt Ok. ça le problème. Je m'étais renfermé sur moi-même. J'étais là avec mes secrets. Et, j'avais un masque en société de celui qui va bien, voilà, qui cache tout à tout le monde. Et voilà, intérieurement, c'était la tempête, le désastre. Et à partir du moment où j'ai décidé de tout garder pour moi et voilà, de macérer dans mes problèmes, je savais que ça allait finir par exploser. Et c'est ce qui s'est passé, ça a explosé. Ok. Et la famille dans tout ça, ils se rendent pas compte? Est-ce que tu n'as pas envie de leur parler? Est-ce que quel est ton sentiment avant de disparaître et le ressenti que tu as envers ta famille, tes proches? Parce que tu as des frères et sœurs, tu as tes parents, tu as peut-être des cousins. Comment ça se passe avec la famille? Bah, comme le gros du problème est sentimental, c'était un peu, je vais pas dire un sujet tabou, mais c'est le genre de sujet que j'aborde presque jamais, excepté peut-être avec ma mère. Mais j'étais aussi à un âge où j'avais juste envie voilà, de voler mes propres ailes, de partir, et le fait que je sois toujours, que je dépende encore de mes parents, que je sais moi, contribuer à ce sentiment d'échec de celui qui n'arrive pas à s'assumer, qui n'arrive pas à construire sa vie. Et je dois reconnaître que sur les derniers mois, j'avais plus envie de les fuir. Alors qu'il n'y a vraiment rien contre eux, mais j'avais plus envie d'être loin et d'essayer de construire quelque chose tout seul. Et oui, c'était une erreur, parce que si j'en aurais parlé, bien sûr, ma mère m'aurait aidé, etc. Et puis, Le fait de vouloir s'assumer tout seul, c'était une exigence vis-à-vis de toi-même, ou tu sentais cette attente venant de la famille ou de ton entourage? C'était d'abord une attente de moi-même. Allez, je voyais mes amis aussi qui, même si on avait le même âge, ils avaient aussi fait leurs études, ils commençaient à trouver des jobs, ils avaient un petit copain, petite copine, ils commençaient à se créer quelque chose. Et moi, j'étais voilà, le seul, toujours chez mes parents, à aller bosser à droite à gauche, des jobs précaires qui ne m'intéressaient pas du tout, des jobs parfois très physiques. Et tout ça contribuait à voilà, l'idée que je n'arrivais à rien et que voilà, je n'avais pas d'avenir. Ok, je propose qu'on continue la chronologie de ce qui s'est passé, et après on rentrera dans des analyses et des considérations. Mais... Donc voilà, j'ai dit tu brûles ta voiture. Là, Nicolas le repère bien. Tu n'as pas pensé à tous les détails. Et Oui. effectivement... Et il y a un détail voilà. dont tu parles qui va t'accompagner pendant tout le périple, c'est que tu as la très bonne idée de brûler tes papiers d'identité pour faire vraiment l'aventurier absolu, mais Voilà. c'est ce qu'il fallait pas faire. Ça va te compliquer la tâche pour après. Tu peux nous donner 2-3 exemples? Bah, c'était un peu mon idée un peu naïve à la Into the Wild. J'ai plus besoin de papier puisque maintenant je vis dans la nature. Et puis aussi, je deviens un porté disparu, recherché par la police, et par conséquent, je ne peux plus utiliser ma vraie identité. Et donc, voilà, je décide de brûler mes papiers sans me rendre compte des conséquences qui vont suivre, surtout à partir du moment où je me lance par la suite dans un tour de l'Europe à vélo, dans lequel je vais vivre uniquement d'hospitalité. Et globalement, c'était une galère de 15 mois.
J'ai vécu entièrement d'hospitalité pendant 15 mois, donc de gens qui acceptaient de m'accueillir chez eux. Et c'est difficile, on est en Europe, je ne veux pas dire que l'Europe est le continent le plus hospitalier, c'est pas vraiment trop dans notre culture, où ça s'est perdu. Et c'est arrivé plusieurs fois que des gens me demandent mes papiers. Alors, bien entendu, tous les lieux officiels comme les hôtels, même la paroisse, etc., c'est devenu des zones interdites parce que c'est le genre d'endroit où on me demande des formalités. Et donc, je devais rester uniquement focalisé sur monsieur et madame tout le monde. Et c'est arrivé, bien entendu, que des gens méfiants, on est tous méfiants à des degrés divers, des gens qui me demandent des papiers d'identité. Et là, il faut savoir mentir pour s'en sortir, trouver des histoires bidons qui passent. Et en général, ça passait. Comme par exemple une bonne histoire bidon qui passe. Alors, j'en ai eu plusieurs. Notamment quand j'ai été hébergé chez ce policier, on est en Italie, là, côté Adriatique. Et c'est un policier en civil, je ne le savais pas. Et bien entendu, comme tout bon policier qui se respecte, il me demande des papiers parce qu'il il veut m'héberger dans son gîte. Et là, bien entendu, je suis très ennuyé. Alors j'invente une histoire stupide comme quoi j'ai oublié mon portefeuille à Venise chez des amis, mais je vais le récupérer à la prochaine ville. Je ne veux pas dire qu'il était fou de joie, ça ne l'a pas fait rire du tout. Mais il accepte de m'héberger. Le lendemain, il me libère, il me donne même un petit billet pour poursuivre mon voyage, mais il me dit qu'il va aller vérifier mon identité sur son ordinateur de police. Attention. Donc, il avait très bien compris, on dirait, mais il t'a laissé partir, entre guillemets. Il m'a laissé partir, heureusement. Ouais. Alors moi, 3 grands réflexes. Là, c'est la panique totale. J'imagine déjà que je vais à la police à mes trousses qui vont me chercher parce qu'ils vont non seulement trouver que je suis sans papier, mais surtout un porté disparu en Belgique. Et là, c'est la grande panique, la peur d'être démasqué. Je voyageais avec des fausses identités, des faux papiers, et là, j'avais l'impression que tout mon petit scénario allait s'écrouler. Donc, trois grandes décisions: changer d'itinéraire, changer de nom, changer de look. Okay. J'ai bazardé toutes mes fringues dans un container, j'ai changé d'itinéraire, j'ai fait un grand détour par le centre de l'Italie, dans les montagnes. Changer de nom, là c'est pas très compliqué vu que les noms, je les choisissais au fil du voyage en fonction de ce que j'avais comme inspiration, et ça se limitait qu'à ça, qu'à ce que je disais. J'avais pas rien d'autre, rien comme papier officiel pour prouver ma fausse identité. Donc voilà. Et pour nos auditeurs, justement, tu veux expliquer quel était ton chemin initial? Donc, parce que je me rappelle que tu brûles ta voiture à la frontière allemande, ou non, luxembourgeoise, il me semble. Ouais, luxembourgeoise. Et que tu veux justement diversion pour aller vers l'Allemagne. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu avais en tête? Quel était ton itinéraire et comment tu as dû le modifier? L'idée initiale était de me faire croire que je passais la frontière avec le Luxembourg, de brûler ma voiture près de la frontière et de laisser imaginer que je continuais vers le Luxembourg alors que j'avais un vélo, chose que personne n'avait découvert, et que je remontais tout le long de la frontière vers l'Allemagne. Il y a eu d'abord cette grande période de fuite, les premiers jours, où mon seul objectif était d'arriver en Allemagne, parce que je me disais qu'une fois là-bas, une fois que j'aurais passé la frontière avec l'Allemagne, on ne viendrait pas me chercher là. J'avais aussi 2 jours d'avance, puisque j'avais inventé un planning fictif qui me permettrait de prendre déjà de l'avance sur les enquêteurs. Donc on a découvert ma disparition le 16 février, jour de mon anniversaire, un dimanche. Et moi, j'étais encore en Belgique à ce moment-là. Mais j'ai passé la frontière avec l'Allemagne dans la nuit. Et le soir même, mon avis de recherche était diffusé. Ensuite, il y a eu cette longue période d'errance où j'avais pas encore imaginé quel contour de l'Europe, c'est venu par après. Mais il y a eu cette grande période où je savais même vraiment pas quoi faire. Et t'es en Allemagne à ce moment-là? Là, je suis en Allemagne. J'arrive... je me perds dans la campagne allemande. J'arrive à Bitburg, là où on brasse la bière Bitburg. Et puis, je décide de prendre le train jusqu'à Cologne, en me disant à Cologne, j'aurais peut-être plus facile pour trouver l'hospitalité, parce que c'est une grande ville. Oui, en effet. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'avance, mais vraiment au jour le jour. Je ne sais pas quel sera mon avenir dans la semaine qui suit. L'idée du tour de l'Europe, elle arrive seulement à Francfort. Là, je tombe dans une famille vraiment très sympa, très accueillante, qui décide de m'héberger 1 semaine, 2 semaines. Je pouvais même rester 2 mois si je voulais, ça leur posait aucun problème, vraiment très cool.
Et c'est là que j'avais beaucoup de temps, que voilà, je passais mon temps sur Internet, sur la carte de l'Europe, et c'est comme ça que voilà, cette idée un peu folle de rejoindre Venise est arrivée, en traversant les Alpes à vélo, et à partir de là, suivre la côte jusqu'à Ostende en Belgique. Maintenant, de Venise à Ostende par la côte, il y a quand même du chemin. Ouais, bien Mais entendu. c'était l'idée, voilà, le fil conducteur. Il y a quand même un détail que je tiens à préciser pour les auditeurs, c'est que tu n'as que 1 000 euros en poche. Et... Attends, tu as 2 000 euros en poche, pardon. Ouais. Et tu sais pas combien de temps tu vas pouvoir vivre avec ça. D'ailleurs, tu l'expliques à un moment que tu dis, je vais prendre des auberges de jeunesse, mais là, il faut de nouveau ces papiers que tu n'as pas. Donc, tu es dans l'obligation de demander l'hébergement. Et là, ça se passe au début assez difficilement. Mais peut-être que quelqu'un voulait réagir sur autre chose. Oui, c'était sur autre chose. En fait, la question, en partant de chez toi, tu n'avais pas cette idée de revenir, si j'ai bien compris. Et c'est quand même né à un moment donné. Pourquoi? Sans doute les remords. Allez, je sais que j'avais besoin de temps avec moi. J'avais besoin de fuir d'abord, mais j'étais juste aveuglé par cette idée de partir loin. Mais après, je savais pas du tout ce qui allait arriver. Et puis, comme le fond du problème n'était pas mes proches, je tenais beaucoup à ma famille, etc. Et, très vite, l'idée de revenir ce n'est même pas né apparu. Elle était même pas discutable. Je savais que j'allais revenir un jour. Quand? C'était la grande question. Parce que, il faut savoir que quand j'ai disparu, j'ai très vite réalisé, notamment à travers Internet, les articles que j'ai découverts par la suite via Internet, tout ce qu'avait généré ma disparition. Je me suis rendu compte que j'étais allé un peu fort, que ça avait été super violent comme réaction, et que mes proches ne méritaient pas ça. Et ça, le mal était déjà fait, mais je savais que j'allais devoir un jour réparer tout ça. C'était pas eux que je fouillais. Je fouillais, juste un quotidien qui ne m'apportait plus rien et qui me détruisait à petit feu. Mais je savais pas quand. Mais dans cette façon de faire, il n'y a pas un aspect aussi engrenage. C'est-à-dire qu'au moment, un peu plus reculé, il faut continuer, on ne sait pas où on va. Mais en plus, quand tu découvres ce qui se passe suite à ta disparition, je peux plus faire autrement. Il faut que j'aille au bout du projet, même si je ne sais pas exactement qu'est-ce ce projet. Il y a ça quand même qui ressort souvent. T'es presque obligé d'aller au bout de la démonstration, même si tu la connais pas absolument, quoi. Je pouvais plus faire marche arrière de toute façon. C'était d'abord une des raisons pourquoi j'avais brûlé ma voiture, c'était pour m'empêcher de revenir et me pousser à fuir. Et puis il y avait les conséquences qu'à la fois, je vais pas te parler de fierté parce que c'est quand même pas très beau, mais j'étais content de m'en être sorti. Rien que ça avait contribué déjà à envoyer toutes mes idées suicidaires très loin. J'étais passé à l'acte. J'avais balayé tout ça et j'étais loin. Et ça m'avait reboosté, ça m'avait redonné une meilleure image de moi-même. Mais j'étais pas prêt de venir. Il fallait que j'accomplisse quelque chose. J'avais eu trop d'échecs dans ma vie précédemment et là je voulais réaliser quelque chose de grand. Si on parle uniquement du Tour de l'Europe à vélo, j'avais besoin d'un projet, de me prouver que j'étais capable de réaliser quelque chose. Mais j'avais bien entendu à l'esprit ce que ça allait générer auprès de mes proches, qui eux allaient devoir vivre pendant un certain temps avec une chaise vide à la maison. Donc instinctivement, tu as quand même fait les choix qu'il fallait pour pas pouvoir revenir trop rapidement. Tu as brûlé ta voiture et le fait de te débarrasser de tes papiers d'identité, c'était, si c'est pas le cas, si on trouve les papiers d'identité sur toi, on aura coupé court à ton aventure et tu n'auras peut-être pas pu faire cet itinéraire que tu en avais besoin pour évoluer. Ouais, il y avait aussi cette volonté de tourner le dos à la personne que j'étais avant. Ah oui. Et c'est une situation, c'est un contexte assez particulier d'être porté disparu avec un faux nom. C'est qu'on est un peu détaché de tout, on est un peu hors du système. Et je voulais pas être attaché avec la source d'où je venais. J'avais les yeux uniquement focus sur le futur, sur l'avenir. Et tout ce qu'il y avait derrière moi, je voulais plus en entendre parler. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Maintenant, au fil du temps, des mois qui défilent, je me rends compte involontairement, parce que les remords sont là et ils ne font que croître au fil du temps, que c'est pas durable. D'ailleurs, il y a un moment où tu craques, entre guillemets, tu laisses une information pour qu'on sache que tu es toujours là et que ça va, quand même, pour ta maman.
Ça a été mon signe de vie 1 an plus tard. Alors, il y a eu beaucoup de signes de vie involontaires de ma part à travers mon téléphone. Je n'avais pas encore les smartphones avec la géolocalisation, etc. Mais rien qu'un GSM permet d'émettre des signaux. Et ça avait déjà permis aux enquêteurs de stopper l'enquête. Parce que, c'était considéré comme une disparition inquiétante. Mais à partir du moment où la disparition n'est plus... Il y a assez d'éléments pour déterminer que la disparition n'est plus inquiétante, en général, ils stoppent les recherches. Ça a quand même duré 2 semaines, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Et ça, c'est déjà un soulagement de ma part, que ça ne prenne pas des dimensions incontrôlables. Mais parce qu'il faut aussi rappeler que légalement, en tant qu'adulte majeur responsable, on a le droit de disparaître. En fait, c'est pas. C'est ça. On a le droit de le faire. Oui, c'est à partir du moment où ça devient, comme tu le disais, inquiétant, que là, il y a une enquête parce que peut-être que tu risquerais de mettre ta vie en danger. Ouais. Mais c'est là où, maintenant que ça fait 10 ans, le fait que tu avais ton téléphone sur toi, c'était quand même pour toujours avoir un lien et une possibilité d'appeler au cas où, non ? C'était plus pour, au cas où je tomberais vraiment dans une situation très dangereuse, périlleuse, j'avais toujours ce téléphone pour appeler des secours. Et puis, c'est un peu c'est le cap que j'avais pas réussi à franchir. J'avais brûlé mes papiers, brûlé ma voiture, j'avais changé de nom, j'étais parti. Mais ce téléphone, c'était la seule chose qui me raccrochait encore à ce que je fouillais à l'époque. Oui, d'accord. Mais moi, je pense qu'après le temps, peut-être qu'inconsciemment... Il m'a trahi. Hein. Oui, voilà, il t'a trahi. Et puis, ce qui a fait... Ça a donné aussi un espoir à tes parents, à ta famille. Et je ne le regrette pas. Oui, voilà, Il t'a finalement. positivement trahi. Il m'a positivement trahi, ouais. Ou alors, c'était, moi je le dis, c'était Un acte manqué. un acte manqué. Voilà, tu savais très bien ce que tu faisais. Mais alors, pour en revenir à ton périple, comment c'est de demander aux gens, comment on prend le courage? Parce que tu pars d'un moment dans ta vie où tu es tout seul, tu broies du noir, je m'en vais, et là tu te trouves confronté au quotidien, c'est-à-dire comment je mange, où je me lave, où je vais dormir. J'ai passé mon temps sur le net, sur Internet, à parler sur des forums peut-être, mais j'ai pas de contact. Et là, je suis obligé de prendre contact parce que faut que j'aille dormir quelque part. Comment t'en arrives à prendre ce courage et y aller? Au début, est-ce que tu dors beaucoup dehors? Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Le contraste entre ma vie d'avant et la nouvelle vie que je découvrais a été violent. Hein. Du jour au lendemain, j'étais livré à moi-même dehors. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à officiellement chercher l'hospitalité tous les jours et surtout persévérer. J'étais pas du tout à l'aise avec l'idée d'aborder des gens dans la rue que je connaissais pas, surtout quand je suis arrivé en Allemagne. Et là, difficulté supplémentaire, il fallait que j'arrive à m'exprimer en allemand. J'ai beaucoup dormi. J'ai dormi plusieurs nuits à l'hôtel, plusieurs nuits dehors, un vrai cauchemar. J'ai fait des abribus, j'ai fait un cimetière une fois. J'ai dormi dans plein d'endroits. En hiver, bien entendu. Et puis, pour essayer de garder quand même un peu de dignité, je dormais à l'hôtel. Mais mon budget de 2000 € a très vite fondu. Au bout de 2 mois, il me restait peut-être 500 €. Et là, j'avais plus le choix. Il fallait que je trouve une solution durable pour mener ce tour de l'Europe à vélo sans que j'aie à dépenser les moindres centimes. Donc, j'avais toujours un peu du cash en poche en cas de problème technique avec le vélo. C'était uniquement pour ça, mais pour le reste, je ne devais pas dépenser un centime. C'est possible, mais ce n'est pas du tout confortable. Vous dépendez entièrement du bon vouloir des gens. Et le bon vouloir des gens, il faut arriver à le débusquer. Et il n'est pas facile à débusquer. Mais il a vraiment fallu un cap pour que cette fois-ci, j'affronte mes frayeurs et que voilà, je commence à aborder systématiquement tous les gens, tous les soirs, jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Et ça fonctionne, mais c'est pas facile. Tu fais comment là? Logistiquement, tu fais du porte-à-porte, tu t'arrêtes en supermarché, comment ça fonctionne? Donne-nous des conseils. Alors, si ça vous intéresse. Comment disparaître, on dit le sang, avec Ralph Bouffiou, c'est son prochain livre. Dans les villages, il n'y a pas grand monde dans les rues. Alors, dans les villes, en général, je fais du personne à personne, j'appelle ça. C'est-à-dire que j'accoste les gens dans la rue, parce qu'il y a du monde. Mais dans les villages, je suis obligé de faire les portes. Ah oui. Alors, quand on frappe à votre porte et que vous avez un type qui ressemble à un aventurier cycliste un peu pouilleux qui cherche l'hospitalité, faut vous attendre à beaucoup de refus. J'ai beaucoup essuyé de refus. Allez, globalement, il m'est arrivé d'avoir des fameuses galères, des galères même mémorables, où j'ai fait presque toutes les portes du village, dans des petits villages dans le fin fond de l'Italie ou de l'Espagne, où les mentalités sont très fermées, les gens sont très méfiants.
Et là, ça a été vraiment des moments très difficiles. Alors bon, maintenant, l'Italie en été, au pire, je pouvais toujours dormir sur la plage. Maintenant, l'hiver, dans le nord de l'Espagne, j'avais plutôt intérêt à trouver un toit. Oui, c'est une question de persévérance. Mais le contexte joue beaucoup. Hein. On n'est pas du tout la même personne dans un contexte de survie allez, dans une vie normale, on a son petit confort et voilà, c'est repère. Là, j'étais complètement déraciné. Donc, ça m'obligeait, j'avais même pas le choix si je voulais survivre, à me débrouiller. C'est l'art de la débrouillardise pour pouvoir poursuivre, avancer. Sinon, je ne serais pas allé bien loin. Mais tu parles de mentalité, donc tu es allé en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Mm-hmm. Et parce qu'on a des clichés comme ça, que tu parles d'un petit village en Italie, on imagine que tout le monde va t'ouvrir la porte. Bon, c'est l'Italie, c'est accueillant, etc. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi, t'avais des idées là-dessus. Tiens, j'irai là-bas, ils seront sûrement plus sympathiques et tout. Et est-ce qu'il y a eu des surprises? C'est pas du tout ce que tu pensais. C'est vraiment très différent aussi, ça. Il faut se méfier des stéréotypes. Maintenant, la règle de base, c'est qu'il y a des gens sympas, des gens accueillants partout. Ça, c'est la règle de base. Mais il faut les trouver. Non, globalement, je veux pas dire que les gens vous veulent du mal, c'est juste qu'ils sont trop méfiants. Allez, c'est un certain degré, cette balance entre méfiance et voilà, l'envie d'ouvrir leur cœur, ou simplement l'idée, voilà, l'idée qu'ils ne veulent pas vous voir dehors, dormir dehors, rien que ça, mais ça se joue à pas grand-chose. Donc l'important pour moi est vraiment de présenter correctement, d'avoir une histoire qui tient la route, de pas faire mendiant. Dès qu'on tombe dans le cliché mendiant, là les gens ont des réactions déjà automatisées à ce niveau-là. Là, je devais passer pour quelqu'un d'un peu spécial, qui était dans une aventure et qui avait besoin d'aide. Et en général, ça a été un peu ma carte de visite. Être cet aventurier qui fait le tour de l'Europe à vélo et qui cherche un endroit gratuit où dormir. Et les gens en général comprennent. C'était en général beaucoup plus facile dans les villes, parce que dans les villes, j'allais voir les étudiants. Et les étudiants, d'abord, il y a plus de proximité au niveau de l'âge, et puis ils comprennent bien l'idée de faire un voyage et de ne pas vouloir dépenser de fric. Et puis, bon, les étudiants, ils te donnent un sofa. Chez eux, ils n'ont pas grand-chose à voler. C'est la plus grande méfiance des gens en général. Donc, ça fonctionnait beaucoup mieux en ville. Dans les petits villages, il faut bien tomber. Mais c'est possible. Hein. Il y a toujours des gens qui... Parce que tu parlais de mendiant. Et en fait, quelque part, t'étais pas un mendiant, mais tu avais un statut de SDF. Ah oui, oui. Et que tu ressemblais à ces gens qu'on voit souvent dans la rue, mais pas forcément à vélo. Et on peut se demander aussi, au retour, ou maintenant avec le recul... T'as un autre regard que tu vois des gens dans la rue, des SDF? Ça te rappelle tout ça? Est-ce que tu fais un parallèle souvent avec ça? Que tu vois des gens aujourd'hui qui sont dans la rue? Je comprends beaucoup mieux la situation dans laquelle ils sont. Quand on a passé des nuits dehors, rien que ça traumatise. Et oui, le regard est différent. Maintenant, c'est souvent une question de présentation, d'arriver à toucher les gens d'une manière différente que bêtement chercher des sous. Mais c'est vrai que mon regard à ce niveau-là a beaucoup changé depuis. Mais finalement, t'as passé combien de temps dehors? Beaucoup, ou finalement t'as réussi à te débrouiller pour trouver un endroit où t'héberger assez souvent? J'ai envie de dire qu'il y avait au moins un gros mois d'errance. Et c'est durant ce mois-là où j'ai dormi plusieurs fois dehors, un peu partout, à droite, à gauche. Mais à partir du moment où je me lançais dans ce tour de l'Europe à vélo, et que je me disais que j'allais persévérer, chercher l'hospitalité, là j'étais parti, j'étais embarqué. Et là, l'aventure commençait officiellement. Et puis là, à partir du moment où je décide de tenir bon, je sais tous les soirs que je vais trouver quelque chose. Peut-être pas toujours une chambre, on m'a hébergé parfois un peu partout, dans un garage, dans un camion, dans une voiture. J'ai dormi un peu parfois dans des endroits un peu glauques, parfois même dans des endroits très, très bling-bling, c'est arrivé aussi. Ouais. Il y a notamment tout un passage, un séjour à Monaco qui est assez surréaliste. Ça, c'était aussi le gros challenge, Monaco. Trouver l'hospitalité à Monaco. Et alors j'avais fait le malin, j'étais allé sur le port de Plaisance, il y avait tous les yachts de millionnaires, j'ai demandé l'hospitalité là-dessus. Et avec le personnel de bord qui passait son temps à lustrer les chromes, et ils m'ont envoyé promener, bien sûr. Et c'est là que je suis tombé sur cette famille, avec le petit, ils allaient à la fête foraine, et ils m'ont dit si vous voulez, on peut vous héberger à la villa. Et voilà, je suis resté 4 jours à Monaco, dans une villa, c'est assez marquant, surtout aller
J'avais pas l'habitude de côtoyer ce genre de milieu, plus les milieux estudiantins ou des familles, etc. Et là, je tombais chez des millionnaires. Mais c'était sympa. C'est sympa, en effet. Ça change, on va Ça dire. change. C'est bien de. Et au niveau. Donc, tu dis qu'au bout de 2 mois, tu te retrouves avec 500 euros. Ouais. Est-ce que tu fais aussi la manche pour avoir un peu d'argent pour manger, ou alors c'est généralement les gens t'offrent le gîte et le couvert? Non, si c'est l'hospitalité, c'est tout. Hein. Ok. C'est le lit, le repas si possible, mais je demande rien. Hein. J'attends, je m'attends à ce que ce soit naturel. Et la douche, c'est tout. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour survivre. Et c'est arrivé. Non, j'ai pas dû faire la manche parce que j'avais une certaine fierté et j'aurais pas voulu descendre. J'étais un aventurier qui faisait un tour de l'Europe à vélo et je devais rester, comme un aventurier, présenté comme un aventurier et faire la manche. Là, je tombais dans une autre catégorie de personnes avec une situation beaucoup plus dangereuse, plus difficile. Par contre, c'est arrivé plusieurs fois que des gens me donnent un billet. Avant que tu partes? Ouais, De chez eux. une tringuelle, on appelle ça. Ouais, bien sûr. En belge. Et ça partout où tu allais en France? Non. Est-ce qu'il y a des peuples plus généreux que d'autres? Voilà, on va poser la question. C'est arrivé dans tous les pays. D'accord. Maintenant, on rappelle qu'en Italie, à la fois, c'était peut-être les plus méfiants au niveau des papiers. Là où on m'a le plus demandé des papiers, c'était en Italie. Mais c'est aussi là où j'ai reçu facilement un billet. Allez, 20 euros pour moi, 50 euros, c'était le jackpot. Hein. Avec la vie que je menais. Les Allemands pas? C'est arrivé aussi plusieurs fois. On a noté que l'italien est méfiant mais généreux. Voilà, c'est ça. Il faut juste, en fait, c'est juste une question de cap feeling. à franchir. Ouais. Dès qu'ils vous ont adopté, là, c'est terminé. Vous êtes le bienvenu, c'est la fête. Mais il faut arriver à franchir ce Cette mur. zone de confort. Voilà. Après, c'est le cas de beaucoup de peuples dans le Ouais, non, monde. c'est vrai. Oui, mais c'est en général comme ça. Maintenant, le tempérament, ça n'a rien à voir avec l'ouverture, etc. C'est deux choses différentes. Mais c'est aussi assez paradoxal parce que tu pars d'un constat où tu es enfermé sur toi-même, où tu veux plus voir cet entourage, où tu veux être seul. Et là, paradoxalement, tu dois aller à la rencontre de tout le monde, tu dois te sociabiliser. C'était pas prévu finalement, Ah non, mais ça t'a complètement transformé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. C'est plutôt un des aspects positifs de ce qui n'était pas prévu. Ça m'a fait du bien finalement, de devoir m'ouvrir aux autres. Je m'étais tellement enfermé sur moi-même que là, j'avais plus le choix. J'étais obligé de m'ouvrir aux autres pour pouvoir survivre. Et d'un point de vue social, oui, ça a été super enrichissant. Parce que, quand on a des sous, on va à l'hôtel, on passe la nuit tout seul. Là, j'avais pas le choix. Je dépendais de l'hospitalité, donc j'étais obligé d'aller vers les autres, chose que j'avais plus fait depuis longtemps. J'étais enfermé dans mon coin. Et ça a contribué aussi à ma reconstruction. C'est tous les jours des petites victoires, d'arriver à franchir cette timidité, à accoster quelqu'un dans la rue. À chaque fois, tous les jours, cette même difficulté à se lancer dans cette recherche d'hospitalité. La réaction des gens est très différente. Tous les gens ont leur propre réaction par rapport à ce genre de situation. Mais ça donne que du bon au final. Il faut juste laisser le temps. Là, peut-être j'avance un peu dans l'histoire, mais justement, cette expérience où tu arrives à te dépasser et sortir de ton zone de confort, est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste ou tu as tendance encore à te renfermer sur toi-même si tu te trouves dans des troubles ou tu as gardé cette habitude maintenant? C'est devenu une habitude? Non. J'ai beaucoup évolué, heureusement. J'ai grandi en maturité, mais ma vie actuelle est devenue tout à fait classique. C'est plus tout le même contexte dans lequel j'étais. Donc, il faut aussi moi-même arriver à me remettre dans ce contexte pour comprendre comment j'arrivais à faire cela. Aujourd'hui, je ne saurais peut-être plus. Si je suis plus dans le même scénario, dans la même situation, donc je ne sais pas aujourd'hui accoster tout le monde dans la rue pour chercher l'hospitalité. Mais il y a quand même, ça a laissé quand même des traces positives au niveau de ma sociabilité, etc. Il y a eu du bon dans tout ça. Maintenant, oui, je veux dire, c'est une question de contexte. Donc tu as rencontré plein de gens. On laisse aux gens, à nos auditeurs, le plaisir de découvrir toutes tes rencontres, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a des anecdotes croustillantes, plein de moments différents. Et si on arrive justement au fameux retour, tu décides comme ça de revenir te pointer chez tes parents le jour de la fête des mères. C'est quand même... C'est culotté. C'est un peu impertinent, un peu insolent, peut-être pas très sympathique. En même temps, c'est assez original.
Pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Je tiens quand même je vais apporter de l'eau à ton moulin, c'est que c'est planifié. Parce que tu es déjà en Belgique, tu es en Belgique quand tu reviens, tu dis non, je vais y retourner le jour de la fête des mères, parce qu'apparemment chez vous il y a une tradition qui fait que toute la famille se réunit, vous avez un barbecue qui est organisé, etc. Et tu dis voilà, ce sera ma surprise. Et c'est ça qui est intéressant dans ton histoire, c'est que j'ai l'impression, je vais rentrer un peu dans une analyse de ton histoire, c'est que tu es imprégné de films. Tu l'as dit toi-même que c'est Into the Wild qui te donne plus ou moins l'idée de partir à l'aventure. Et en fait, tu scénarises ta propre vie où tu en deviens le héros. Et avec tout ce que ça implique du scénario, c'est-à-dire j'écris ma lettre, je peins sur les murs, je m'en vais, je planifie de partir. Mais bien entendu, dans ta tête, à mon avis, ça va être génial, sans se rendre compte des problèmes logistiques. Et puis tu termines aussi avec, ça y est, j'ai décidé que j'allais rentrer. Je tiens quand même à signaler que tu envoies quand même un mail très, très court à ta mère où tu lui dis courage avec un smiley qui sourit. Et là, voilà, tu veux terminer ton film où tu as été le héros pendant ces 1 an et 3 mois. Et voilà, tu te pointes. Et alors là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Est-ce que tu dis, ça va être bien? En même temps, c'est dans le livre, c'est un peu comme le nom du meurtrier. Est-ce qu'on va vraiment raconter l'arrivée? Je pense qu'il y a eu d'autres interviews où tu as pu le dire. Donc, je pense que c'est plutôt ton livre pour assurer les auditeurs. Là, on ne va pas dans le détail, c'est toutes les rencontres, toutes les anecdotes qu'il y a, etc. Là, on fait vraiment un récapitulé. On fait vraiment un tour d'Europe à vélo. Un tour d'Europe à vélo avec Ralph. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux un peu expliquer à nos auditeurs comment se termine ton film, qui n'en est pas un. Ah oui. Au niveau de la fête des mères, j'aimais bien les dates symboliques et ça correspondait bien avec le planning que j'avais imaginé, mais malgré tout, j'avais beau être livré à moi-même au bord des routes, etc., j'avais besoin d'une certaine structure. À partir du moment où je sais que je vais faire un voyage qui devrait finalement durer plus de 15 mois, parce que moi, à Francfort, j'avais un tracé. Là, c'était la grande différence à la période d'avant, c'est que là, je savais vers où j'allais, même si le chemin était un peu vague. Oui, je décide de mettre un terme à tout ça, mais je veux faire ça de manière ordonnée et officielle. Alors oui, j'ai été livré à moi-même pendant plus de 15 mois, et du coup, il y a des avantages, c'est-à-dire que je fais un peu ce que je veux quand je veux. Je suis rayé non, je ne suis pas rayé, mais je suis hors dehors du système, et donc voilà, personne ne sait ce que je fais, et je peux un peu décider moi-même d'à quoi va ressembler la suite des événements, etc. Quand je réapparais chez moi, la charge émotionnelle, bien entendu, est à son comble. Il y a à la fois la fierté d'avoir réussi ce tour de l'Europe à vélo depuis plus de 15 mois, d'être revenu sain et sauf. J'ai énormément de chance, ça a été ma plus fidèle alliée dans cette aventure. Mais aussi la peur, l'angoisse de ce que je vais découvrir en réapparaissant comme ça, au bout du jardin. Beaucoup de questions. J'étais, mais voilà, dans un moment très particulier. Mais très vite, voilà, à mesure que j'avançais, et puis le fait est que je ne pouvais plus revenir en arrière, je ne pouvais plus repartir, c'était terminé, il fallait que je mette un terme à tout ça. Donc je pouvais juste qu'avancer, c'était pareil, la même démarche que quand j'ai disparu, je ne pouvais plus faire marche arrière, il fallait que je fouille. Là c'était pareil, il fallait que j'assume mes actes, que je revienne et que je mette un terme à tout ça. Et donc à partir de là, il fallait que j'avance. Et c'est comme ça que voilà, je me suis rapproché de mon jardin. Ce 10 mai 2015, jour de la fête des mères, c'est un dimanche, il est 5h de l'après-midi, coucher du soleil plus ou moins. Et je vois... Il nous fait même la mise en scène et tout. Oui, on y est. On est dans le film, je te dis. On est dans le film, oui. Et je vois à l'horizon mon père avec une brouette de bois qui se rapproche du barbecue. Je m'attends à ce qu'il y ait du monde, c'est une fête de famille. Ouais, fête des mères en général, on est tous là pour ma maman. Et je me plante au bout du jardin jusqu'à ce que mon père me voie, mais il ne me reconnaît pas, il y a quand même une certaine distance. Il me fait signe, il croit que c'est le fermier de la prairie d'à côté, mais il est intrigué parce que je ne bouge pas. Je lui fais signe aussi, mais voilà. Donc il vient dans mes directions et il faut vraiment attendre les 20 derniers mètres pour qu'il me reconnaisse et qu'il fasse « Ah mais c'est Ralph ça !» Et puis voilà, il saute de joie, court dans ma direction, je cours dans sa direction, et voilà. Je saute dans ses bras, et puis il saute dans mes bras, enfin, mutuellement. Et c'est les retrouvailles, finalement. C'était juste du bonheur pur.
où j'oublie tout, j'oublie l'avant, j'oublie l'après, on est juste vraiment dans le moment présent. Et puis on se dirige vers la maison, et puis à nouveau il y a mes frères et sœurs qui arrivent, ma mère qui arrive, elle en croit pas, elle y croit pas, elle se pince pour savoir si elle ne rêve pas. Et puis voilà, on tombe dans ses bras également, et puis c'est le grand retrouvailles. C'est juste du bonheur. Et il n'y avait pas finalement plus de reproches ni rien, parce que eux aussi avaient compris beaucoup de choses durant mon absence, ils ont découvert tout le malaise que je cachais, etc. Et le simple fait qu'un enfant qui pourrait ne plus jamais revenir soit de retour, rien que ça éteint tout, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je vacillerais quand même entre te prendre dans mes bras et te mettre une baffe, en fait. Ouais. Oui. Mais à la fin du livre, il y a un témoignage de ta maman, justement, Ouais. qui explique. Et c'est un peu le spin-off de ton film, parce qu'on a une autre approche de ce qui s'est passé et comment elle l'a vécu, et c'est très bien écrit et c'est joli. Mais il n'y a pas de reproches ou de choses trop violentes à ton égard. Mais est-ce que ça a toujours été le cas avec le temps qui est passé, ou est-ce qu'à un moment il n'y a pas eu quand même des reproches, des choses qui sont sorties plus tard? Est-ce qu'elle est restée vraiment, enfin, la famille t'as pas des choses qui sont sorties plus tard en disant ouais, mais quand même, c'est toujours resté sur ce mode-là depuis tout ce temps, depuis bientôt 10 ans. Le fait est que tout avait été dit quand je suis rentré. Tout était déjà, voilà, tout le monde avait vidé tout son sac, ma mère à travers ses mails, moi à travers tout ce que j'avais, ma lettre d'adieu, etc. Puis toute l'histoire qu'ils avaient découvert à travers mon premier journal intime, etc. Donc il n'y avait plus rien à découvrir. Et c'était aussi une volonté de tout le monde de repartir de zéro, de tourner la page et de recommencer quelque chose de neuf, surtout pour moi. Oui, même s'il y a toujours pour moi une certaine forme de culpabilité par rapport à cette histoire, voilà, c'était une erreur de jeunesse qui... C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, ça laisse quand même malgré tout des traces, ce genre de drame. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de chance, il y a des scénarios bien pires, des parents... C'est un drame organisé. Ouais, un drame organisé, voilà. Mais il y a des familles qui perdent quelqu'un proche et que ça dure plus de 5-10 ans et qui ne retrouveront peut-être jamais personne. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'ils gardent espoir. Moi, entre guillemets, c'est une belle disparition, j'ai envie de dire, parce que ça s'est bien fini, je suis rentré sain et sauf. C'est loin d'être toujours le cas. Mais une fois rentré, il était important pour moi de faire le ménage dans ma vie parce que j'avais fouillé mes problèmes, je ne les avais pas résolus. C'est ça. Donc ils étaient toujours là. C'est ça, ce que j'allais te poser comme question. Le retour à la réalité, ça donne quoi? T'arrives à te reconstruire, tu te dis pas... Parce que, à mon avis, quand tu retrouves tout le monde, voilà, c'est la joie, on se retrouve, tu racontes tes anecdotes, c'est super. Et une semaine qui passe, là, il y a... je vais de nouveau retrouver du boulot. Je suis toujours seul, en fait. Tu vois, c'est un autre film qui commence. Ouais, voilà. T'es plus du tout scénariste, là, c'est un peu différent. voilà, comment ça se passe? Enfin, tu peux rester scénariste, mais ça va être plus compliqué. Ouais. Comment Parce ça qu'il y se a passe, d'autres le retour? personnages, il y a d'autres rôles à distribuer. C'est sûr. Disons, oui, les problèmes étaient toujours là, ça c'est certain. Mais la manière de les appréhender était différente. Allez, avec toute cette aventure, j'avais découvert une force en moi. Et je sais que maintenant, ma perception de toutes les épreuves qui allaient encore me suivre tout au long de ma vie allait être différente. Je savais que j'étais capable de les résoudre parce que voilà, j'avais réussi cet énorme challenge de tout le pas à vélo. Bien entendu, j'étais là face à d'autres problèmes bien différents. Mais j'avais d'abord envie de vivre. Alors qu'avant de disparaître, il m'arrivait souvent que j'avais plus envie de vivre. Et là, j'étais un peu reboosté. Et je savais que tout serait différent, entre guillemets. Mais j'avais quand même besoin de faire de changements, à commencer par trouver mon indépendance. Moi, je suis resté quelques mois chez mes parents pour le simple fait de trouver un peu de confort. Ça faisait du bien après un tel périple, fait des brouillardies, j'étais livré à moi-même, j'avais besoin aussi de repos. Maintenant, 2 mois plus tard, je déménageais, je m'installais dans une ville ici à Gand, en Belgique, et j'avais besoin d'un nouveau départ. Et petit à petit, j'ai reconstruit quelque chose, mais c'est pas fait du jour au lendemain. Il y a toujours eu des moments difficiles qui sont survenus au fil du temps. Mais j'avais plus le même regard sur tout ce qui pouvait me heurter. C'était différent. Donc, cette expérience t'a transformé et tu t'es ressorti avec peut-être des outils pour faire face au quotidien. Et là, je viens aux questions
de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a certainement beaucoup qui se retrouvent dans une situation comparable où rien n'a de sens et on n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose pour donner un sens à la vie. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes pour qu'ils partent et laissent tout tomber, ou tu crois qu'il y a d'autres moyens de se connecter à ses besoins, à soi-même et trouver une solution? Est-ce que tu leur conseilles ton prochain livre, Comment disparaître, par Ralph Gouffio? Je peux pas recommander la disparition. C'est quand même un acte assez brutal, violent. Et puis, moi, je parle juste de mon cas. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis revenu sain et sauf, mais c'est loin d'être toujours le cas, hein. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation pire que celle qu'ils fouillaient. Et dans ce cas-là, ben oui. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de s'en sortir? Je pense pas. Alors, c'est sûr que le pire des scénarios, c'est le suicide. Si on compare les deux, c'est clair que partir à l'aventure, c'est toujours un scénario préférable. Maintenant, ça reste quand même violent, tant pour le disparu que pour ses proches, surtout si c'est une disparition. Parce que les proches, eux, n'ont rien demandé, ils vont être confrontés de manière assez brutale avec un énorme vide, des questions, une grande période de choc, peut-être une enquête, etc. Si on vous regardez un peu tous les cas de disparition des dernières décennies, les familles sont détruites, hein. Des familles dans l'attente, elles sont constamment tenaillées entre espoir et désespoir, mais elles n'arrivent pas à tourner la page. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas de réponse. Il n'y a pas le deuil. Parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Et ça, c'est une torture. C'est ce qui différencie la disparition d'un décès. Finalement, la disparition, c'est pire que le décès parce que on n'est pas fixé, on ne peut pas tourner la page, on n'a pas de réponse. Donc, on garde espoir et on vit constamment avec un visage en tête. Et ça, c'est difficile. C'est même, ça peut même être rendre fou dans certains cas, hein. Le décès, c'est tragique, mais on peut se lancer dans un processus de deuil et petit à petit se reconstruire. Ça prend du temps. Et puis, on n'attend plus rien. Là, c'est terrible d'attendre quelqu'un indéfiniment. Tu as dû certainement recevoir beaucoup de ce genre de remarques, mais comment il a pu faire ça à sa famille, à sa mère. J'avoue que c'était ma toute première réaction étant maman, en se disant, mon Dieu, en tant que mère, elle a dû souffrir. Mais ça vite dépassé par un autre sentiment. C'est une espèce d'étonnement devant ton authenticité, parce que je trouvais que c'était très courageux de ta part et d'oser faire ce genre de choix pour toi-même. Tu avais besoin, c'était, si je comprends bien, c'était un peu une question de vie et de mort. Ouais. Et aussi, après, quand tu reviens et on te questionne sur ça, comment tu pouvais faire ça à ta famille, tu as expliqué, je trouvais ça, c'était vraiment très, très honnête de dire j'avais besoin de sentir le sentiment de culpabilité était OK là, mais j'avais en même temps besoin de savoir qu'on s'inquiète pour moi, qu'on reconnaît que ce sont mes besoins. Et je trouvais ça très, très honnête et très authentique de ta part, d'oser prendre assumer tes choix. Ouais. Et ça peut paraître un peu immoral, j'ai envie de dire, mais le fait d'être disparu et de savoir qu'on pensait à moi constamment m'aidait. Si j'avais dit je pars en vacances quelques mois, personne ne pensait à moi et finalement je serais revenu. On aurait été content de me revoir, mais j'aurais pas fait le ménage et eux aussi n'auraient pas compris tout ça. C'est un scénario un peu particulier. Souvent les disparus ont besoin aussi de proches qui pensent à eux pour confirmer peut-être des liens qu'ils avaient oubliés depuis longtemps, et puis là ils se retrouvaient mis à nu par un vide, un vide très très douloureux. Mais c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'est peut-être là le clé pour les jeunes, pour se dire, oser demander de l'aide et oser dire
et je suis là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Oser parler, c'est ce que je n'ai pas fait. J'ai été dur avec moi-même pendant trop longtemps, plus de 3 ans. J'étais entêté, enfermé sur moi-même, je ne voulais pas parler. Et bien entendu, à partir du moment où ça a explosé avec ma disparition, là tout le monde était embrigadé dans mes propres décisions. Et là c'était différent parce que là j'emmenais tout le monde avec moi dans ma galère. Ouais, Mais j'en avais peut-être besoin. J'avais besoin d'une certaine... Allez, c'est une connexion un peu spirituelle. Vous êtes au fin fond de l'Italie sur la route à vélo, mais vous savez que vos proches pensent à vous tout le temps et qu'ils s'inquiètent. Et ça, vous êtes... Si j'avais juste dit que je partais, j'aurais peut-être pas eu ce lien qui me donnait aussi la force d'avancer et de revenir un Tout à jour. fait. Mais inversement, dans ce tout le monde, contrairement à la famille, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont pas pardonné ou qui te parlent plus depuis et qui n'ont pas du tout accepté cette histoire? Il y en a? Non, puisque les gens qui sont première loge, c'est mes proches. Et eux, à partir du moment où ils acceptaient de tourner la page et aussi de comprendre tout ce qui s'était passé, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, hein, mais ce n'est pas eux qui sont concernés en premier lieu. Donc, Et dans ton film aussi, parce que tu dis ça quelquefois dans le livre, c'est que tu voulais faire quelque chose de grand, ouais. et tu avais peur de rater ta vie aussi. Tu as dit ça. Ouais, hein. une idée un peu bizarre. Ouais, mais on peut comprendre à cet âge-là peut-être. Et aujourd'hui, à l'âge que 10 ans plus tard, est-ce que tu as le sentiment finalement que, au moins grâce à ça, tu l'as déjà pas raté? Je mène ma vie, on va dire. Je mène ma vie, elle se construit au fil du temps. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent au fil des années. L'idée de rater sa vie, c'est une idée parfois un peu absurde. La vie est comme elle est. Ça a donné les bases d'une nouvelle perception des choses et une nouvelle manière d'envisager l'avenir que je n'avais pas avant. Avant, l'avenir, c'était quelque chose de sombre dont j'avais peur. Et ce tour de l'Europe a tourné une page, m'a prouvé à moi-même que je pouvais me surprendre, que j'étais pas le raté que j'imaginais parce que je trouvais pas de boulot, parce que j'étais célibataire, je dépendais de mes parents, j'avais pas de fric. Tout ça a été balayé. Maintenant, à partir des clés que j'ai ramenées chez moi, j'ai pu reconstruire quelque chose de manière plus ordonnée au fil du temps. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. J'avais cette idée un peu naïve de me dire qu'une fois rentré, la vie serait super facile, tout allait tomber du ciel. Mais non, ça continue de demander de l'effort et de l'investissement personnel. Le même principe que de partir tout brûler et puis je vais vivre dans la forêt, ça marche pas non plus comme ça. Non. Oui, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, le film qui t'inspire finit tragiquement. Ouais. Je vais pas spoiler, comme on dit. Moi, je suis pas resté dans la nature. mais moi, j'ai vraiment l'impression que tu as repris les rênes de ta vie en étant le héros de ton histoire, et tu as imposé aux autres le fait qu'ils s'intéressent à toi, en fait. Ah oui, Exactement. et là, il n'y a pas plus efficace que la disparition. L'absence qui me met en lumière. C'est mon absence qui m'a mis en lumière, alors qu'avant, j'étais présent, mais je ne vais pas dire invisible, mais en société, j'étais juste un parmi tant d'autres. Non, mais bien sûr. À cause du masque que je portais, à nouveau, c'est pas la faute des autres, hein, c'est moi, c'est mes propres décisions qui m'ont conduit là. Donc je peux juste assumer mes choix, mes décisions, et c'est comme ça que ma vie s'est déroulée. Je vais pas dire aujourd'hui que je regrette, parce que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'étais pas passé par là. Maintenant, je vais pas recommander un truc aussi violent que la disparition. C'est quand même... Et dans tous ces autres, il y a la personne à l'origine de la tragédie sentimentale que tu vivais à cette époque-là. Cette personne, tu l'as revue, elle a lu ton livre, c'est un truc qui est resté dans le passé, qui est resté même avant ton aventure. Non, j'ai coupé les ponts complètement avec beaucoup de monde une fois rentré. J'ai vraiment déménagé. Mais comme c'était un des moteurs, des déclencheurs de cette affaire. C'était moi qui étais attaché à cette relation impossible et qui me faisait du mal avec ça. Donc c'était important pour moi que le franc tombe et que cette fois-ci je me dise ok, maintenant c'est fini, je reconstruis quelque chose à partir de zéro et j'oublie tout ce qui me faisait mal. Et ça a été un choix très difficile parce que sentimental ça pardonne pas parfois, surtout quand on est jeune, les premiers amours au mal, aux misères. L'amour c'est pas facile et il faut nettoyer les écuries d'Augias. Voilà. La mine a placé les écuries d'Augias. Bravo. Fallait le faire. En dernier, pour conclure,
On peut se demander si tu n'avais pas fait ça, est-ce que tu serais encore avec nous? T'arrives à imaginer des fois que tu n'aurais pas vécu ça, que tu aurais continué, tu serais peut-être plus là. Enfin, t'as ce sentiment-là parfois. Je crois que ça aurait été pire que je ne sois pas parti. Surtout si je restais dans ma logique de tout garder pour moi. Voilà, ça a explosé par une disparition. Ben, ça aurait pu mal finir. Hein. On aurait pu me retrouver au bout du jardin, pendu à un arbre. C'est tragique. Mais voilà. J'avais quand même, malgré tout, l'espoir que... j'avais surtout l'envie de me donner une seconde chance. Chose que beaucoup de gens qui... voilà, par définition, les gens qui mettent fin à leur jour non plus. Voilà, pour eux, c'est même plus... Voilà, ils n'envisagent même plus aucun avenir. Il faut juste mettre un terme à tout. Moi, j'avais quand même l'espoir qu'il y ait un changement dans tout ça, que ça fasse beaucoup de remue-ménage, qu'il y ait beaucoup de... voilà, j'ai cassé un peu tout, mais j'ai pu reconstruire après. Donc on rassure tout le monde, le film de Ralph se termine par un happy end. Tout à fait. À notre plus grand bonheur et au tien, je suppose. Oui. Écoutez, je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Ralph, d'être venu nous raconter ton histoire. Et on peut ajouter, bien sûr, que le livre de Ralph, Journal d'un disparu, se trouve, bien sûr, chez notre grand partenaire libraire, Maupassant à Jette. N'hésitez pas à aller l'acheter pour avoir plus de détails sur ce périple de Ralph. Encore un grand merci, Ralph, et bonne continuation. Merci à vous, et voilà, une bonne journée à tout le monde.